Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Excellente semaine à vous. C'est lundi, on démarre. Et pour cette première partie, nous allons donc axer sur 3 sujets. Nous allons parler de 3 sujets principaux. Le premier, la campagne 2024-2025. Les prix du cacao et du café satisferont-ils les producteurs? Pour le cacao, vous avez 1800 francs CFA et le café, 1500 francs CFA. Ensuite, on s'articulera autour de la révision de la liste électorale. On parlera de la CEI, la période et les modalités, surtout les pièces requises, justement, pour pouvoir se faire enrôler et participer à l'élection à venir. Et en troisième sujet, donc, pour clôturer la première partie, on ira à l'ouest du pays. Les infrastructures routières, on en parle. L'ouest du pays est-il en panne de ses voiries? Merci d'être avec nous et bienvenue, c'est le Grand Talk. On démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Une nouvelle semaine commence et j'espère que vous allez bien. Nous, on se porte bien, n'est-ce pas, Herman? Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Merci d'être là. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Marius Komoé, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Davouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. Tout en vous souhaitant, messieurs, une excellente semaine. Commençons déjà par réagir sur les nouveaux prix café-cacao qui ont été donc communiqués. La campagne 2024-2025 livre enfin ses prix. Cacao, nous avons donc le prix fixé à 1800 francs CFA et le café à 1500 francs CFA. Est-ce que ces prix feront donc la joie des producteurs? Élisée Boloube, votre regard? Déjà, ce qu'il convient de noter, c'est qu'il y a une hausse. Parce que quand on passe de 900 à 1500, il y a quand même une hausse de 600 francs qui, à mon sens, n'est pas négligeable concernant le prix, le kilogramme du café. Quand on prend également celui du cacao, le kilogramme Boschan du cacao, on se rend compte aussi qu'il y a une hausse. Parce que pour la petite campagne, pour ceux qui se rappellent bien, la campagne intermédiaire, on était monté jusqu'à 1500. Voilà, là où on était à 800 avant, et puis 900 pour la campagne, pardon, 1000 francs pour la campagne principale. Mais la campagne intermédiaire, ça va être la principale passée. Cette principale, là, on était à 1500. Et aujourd'hui, pour la principale de 2024, nous sommes à 1800. C'est vrai, certains avaient spéculé, estimant qu'on pouvait aller jusqu'à 2000, ce qui, bien entendu, était raisonnable. Ils avaient quand même des argumentaires au regard du prix aujourd'hui du kilogramme de cacao, de la tonne, pardon, de cacao sur le marché international, qui oscille aujourd'hui vraiment à des montants faramineux. On estimait qu'on pouvait quand même faire cet effort-là. Mais toujours est-il que moi, comme je le dis dans mon jargon, un tien vaut mieux généralement que deux tueras. Il y a une légère augmentation qui est considérable. Il faut déjà applaudir cette augmentation. Voilà, une légère augmentation qui n'est pas à négliger, qui n'est pas à minimiser. C'est déjà une bonne chose. Moi, comme je le dis, pour moi, le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce prix soit effectivement respecté. Sur le terrain. Pour moi, c'est le défi. Que les gouvernants se donnent les moyens de faire respecter ces prix-là, Boschan. Parce que très souvent, on le dit ici, mais le contrôle n'est pas suivi et puis parfois on paie ces prix-là à des montants dérisoires, ce qui fait que généralement les producteurs sortent perdants des campagnes. Moi, c'est vraiment le défi pour moi. Et justement, c'est la question que je vais poser à Herman. Herman, au-delà donc vous allez réagir sur les prix. Maintenant, comment faire justement pour que ces prix-là soient effectivement en action sur le terrain? Mais moi, je pense qu'il faut faire le contrôle. Très souvent, lorsqu'il y a des prix, souvent, Boschan qui sont donnés comme ça, Boschan, la réalité des terrains auprès des populations, des producteurs et des petits paysans, c'est tout autre chose. Il y a d'autres spéculateurs qui viennent directement leur proposer des prix en deçà. Donc il faudrait bien que l'État qui est régalien regarde ces aspects. Moi, effectivement, on note une nette progression. Les producteurs, lors de la petite saison, lorsque on a eu le boom en termes de prix sur le marché international du cacao, les producteurs avaient souhaité au moins atteindre 2500 francs CFA. Bon, on est loin de là. Un peu en comparaison avec ce qui se passe ailleurs, comme au Cameroun, par exemple. Oui, mais au Cameroun, le prix est resté à 5200 francs CFA, si on veut continuer la comparaison. Mais ce n'est pas le même système aussi. Ce n'est pas le même système, voilà. Donc, voilà, on peut revenir encore sur l'opportunité, le débat sur l'opportunité de la politique de stabilisation contre la politique de libéralisation dans le secteur. On constate que, malgré tout ce qu'on a dit de l'expérience au Cameroun, le prix est resté haut tout ce temps. Donc, c'est une piste. Mais n'empêche qu'on est en face
d'une légère progression. On espère que à la prochaine campagne intermédiaire, que l'État fasse encore comment on appelle, les efforts, surtout que les prix n'ont pas vraiment chuté comme on le craignait. Maintenant, moi je voudrais vraiment, c'est l'aspect café, le café, le produit café qui m'intéresse ici, qui a augmenté quand même de 900 francs à 1500 francs. Mais il faut rappeler que déjà pour la campagne de 2021, on était à 550 francs CFA. Ça veut dire que c'est un produit en termes de prix ici qui vient de loin, alors qu'on est 3e producteur mondial. Ce qui est intéressant, c'est que ces prix vont renforcer encore l'engouement des producteurs à continuer avec ce produit-là. Parce que déjà, quand tu compares la campagne de 2021 à la campagne de 2022, on a fait carrément, on a doublé nos productions. On était à 47 000 tonnes, on est passé à 92 000 tonnes. Donc, un peu, la Côte d'Ivoire revient dans ses amours avec le café, même si on est quand même loin du Brésil, on est très loin du Brésil, qui est le premier producteur mondial. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui manque à ces deux binômes-là. Et même les autres produits agricoles en Côte d'Ivoire, le défi de la transformation. Il faudrait qu'on y arrive, parce que quand on regarde les pertes en termes de rendement, en termes de bénéfices qu'on aurait pu avoir si on avait nous-mêmes les produits transformés, ça allait être intéressant. Maintenant, il ne s'agit pas de produits, de transformer nous-mêmes, mais avec des entreprises ou des usines, des multinationales même qui spéculent sur les prix qui viennent les faire ici. Il faudrait que les entreprises ivoiriennes elles-mêmes, on leur confie la partie de la transformation. C'est-à-dire même si on transforme en Côte d'Ivoire et que les usines de transformation n'appartiennent pas aux Ivoiriens, je ne crois pas qu'on gagne quelque chose. Daouda, au-delà de votre réaction donc, sur les prix fixés, déjà le point de la transformation, et est-ce que justement avec ces prix-là, on arrivera, les prix seront-ils respectés? Comment les faire respecter justement sur le terrain? Là où la régularité de l'État n'y est pas, le regard de l'État n'est pas, le producteur face à lui-même devant souvent des spéculateurs. Merci beaucoup. Mon plaisir. Je pense que quand vous parlez avant d'arriver à mon point personnellement, c'est que le respect du prix sport champ sur le terrain. Il est important de se souvenir que sur ce plateau, on a reçu plein de producteurs de cacao et de coopératives. C'est le lieu pour nous, hommes de médias et même des leaders d'opinion dans ces régions cacaoyères-là, d'inviter nos parents cacaoculteurs à rester dans le canevas des coopératives. C'est-à-dire? Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons faim qu'on va vendre ses dents pour un plat de lentilles. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que souvent, de fois, nos parents, je peux le comprendre, hein, ça s'entend, confrontés à certaines situations difficiles, ils préfèrent vendre leur cacao hors du circuit normal. Or, s'ils s'appuient sur les coopératives qui ont une certaine puissance, qui peuvent véritablement négocier d'une certaine façon, le prix bord champ pourrait être respecté. Donc, il faut aussi appeler nos parents planteurs à rester déterminés. Est-ce que ce n'est pas leur corps défendant, justement? C'est ce que je disais tantôt. Peut-être que c'est à leur corps défendant, mais cela aussi il faut que les coopératives puissent aider à cela. Tu vois, c'est ce que je disais. Maintenant, pour revenir au point du prix du cacao. Pour moi qui étais dans la salle, j'avoue que... Des réactions. Mais le prix a été accueilli par les cacaoculteurs par une salve d'applaudissements. C'était tellement beau à voir, parce que souvent de fois, je vois des gens se plaindre à la place des cacaoculteurs. Mais les 1800, eux, ils étaient heureux. Eux, ils étaient contents. Donc souvent, je me demande, qui sommes-nous pour nous indigner jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire qu'à être plus roi que le roi lui-même. Et souvent, les personnes font des comparaisons aussi, Daouda. L'autre chose qui est importante, c'est que le ministre Adjoumani Kwasi a fait une autre annonce qui était très importante, c'est que tous les planteurs qui ont la carte de producteur désormais vont bénéficier de la couverture maladie universelle, une mesure sociale en fait qui s'ajoute à l'amélioration des revenus des producteurs. Je pense que c'est une très bonne chose. Dans la mesure où aujourd'hui, que ce soit le cacaoculteur lui-même, ses enfants, sa femme et autres, chaque fois qu'ils sont malades, ils pourront véritablement se faire soigner dans les hôpitaux. C'est une grande première. Pour moi, c'est une grande première. Et je pense que même les 2500 que les gens recherchent, les 3000, les 4000, les 5000 que les gens recherchent, ça peut venir. Et il faut que les gens arrivent à dire à nos parents
d'éviter de faire la comparaison avec le Cameroun. Comparaison n'est pas raison. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que chez nous, on a un prix qui est stabilisé. Donc, quelle que soit la difficulté sur le terrain, vous allez avoir un prix stabilisé. Là-bas, parce que là, en Côte d'Ivoire, nous, on produit pour 2 millions de tonnes, pendant que le Cameroun produit à peine 400 000 tonnes. Et nous ne sommes pas dans le même système, On n'est pas dans le même système. Aujourd'hui, on a le même système que le Ghana. Aujourd'hui, les deux plus puissants en matière de cacao, aujourd'hui, sont mis ensemble. Donc, les choses peuvent aller crescendo. Il faut garder bon espoir. Très bien. Marius Komou, est-ce que justement, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a déjà eu ces prix-là pour ce binôme-là? Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout pour le café. Jamais, jamais. En tant que fils de paysan, venant d'une région qui pratique justement la culture du café et du cacao. Et ceux qui ne sauraient pas la région, on va la rappeler. Oui, je suis d'Abengourou et plus Très bien. précisément d'Aniassué. Et toute la zone, la sous-préfecture d'Aniassué, Bétier, Niablé, Aniblé-Cro, tout ça, c'est la production de café et de cacao. Très Et bien. plus particulièrement d'Amazon. Donc vous êtes satisfait, rassuré de ce prix-là? Bon, satisfait, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et croyez-moi, en matière de fixation du prix du café, comme je le disais tantôt, jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a entendu un tel prix pour nos paysans qui souffrent à longueur de journée dans les champs. Tenez-vous bien, certains parents marchent 14 km en aller, 14 km en retour. Wow. Et ils arrivent à 14 km au champ, ils travaillent toute la journée, ils reviennent sur les pas en parcourant 14 km. Moi, quand j'étais petit et que j'allais en vacances à Aniassué voir les miens, mais je parcourais 7 km, tenez-vous bien, à pied, pour aller au champ, aider les parents, revenir à 7 km encore. Justement, est-ce que ce n'est pas là justement l'un des défis de notre agriculture? Travailler justement à une certaine motorisation qui permettrait non seulement d'aider aux producteurs, d'aider les producteurs à pouvoir bien tourner dans leur champ, parce que si vous avez une plantation de, je ne sais pas moi, 2, 3 hectares, 4 hectares, aujourd'hui on n'a plus la force des parents pour faire tout ça à pied. Ensuite, les prendre du village jusqu'au champ, tout ça c'est complexe. Et après, quand ils partent, la jeunesse n'a plus la force de faire les mêmes efforts. Totalement en phase. Quelle solution, puisque ça fait partie des challenges justement de nos producteurs, quelle solution selon vous? Mais je pense que le gouvernement même en a pris conscience et il travaille aisément en termes de modernisation de notre agriculture. Et nous en appelons de tous nos voeux une telle initiative. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, la nouvelle génération d'Ivoiriens ne peut plus travailler comme l'ont fait nos parents par le passé. Et bien évidemment, aujourd'hui, on a un prix comme celui du café à 1500 francs le kilo. Bon, encore faut-il, comme l'a dit Élysée, que le kilogramme soit payé convenablement. Et le gouvernement doit se donner les moyens. Chaque année, on répète la même chose. Le gouvernement a le souci d'améliorer les conditions de vie de nos parents. Savez-vous que beaucoup de nos parents ont encore leurs enfants à la maison qui n'ont même pas encore pu rejoindre... Ils attendaient en fait la campagne. Ils attendaient la campagne pour pouvoir vendre leur café et leur cacao, pour mettre leurs enfants à l'école. Au moment où les enfants des autres ont commencé l'école, les travailleurs et autres. Donc c'est important cette initiative. Et contrairement au Cameroun, là-bas, ils sont dans un système, comme le disait Daouda, libéralisé. Nous sommes dans un système différent. De stabilisation. Donc, on ne peut pas avoir le même prix comme ça, comme au Cameroun, parce qu'ici, avec tout le respect que je vous dois, oui, allons-y, on termine. Ici, par exemple, nous sommes alignés comme au niveau de l'huile de palme, du carburant, sur le marché mondial. C'est la même situation au Cameroun. Le prix local est fixé en fonction du prix du marché mondial. Et ici, l'État fait la péréquation. Très bien. On termine donc avec ce sujet. On ouvre un peu ce sujet-là sur la liste électorale. Surtout parlons de la révision de la liste électorale. Le vendredi dernier, nous avions donc l'information par Daouda des nouvelles dates. Merci infiniment, Daouda, de nous avoir donné la primeur justement de cette information-là. Mais on va s'atteler aujourd'hui... Il est dans les tuyaux. On va s'atteler à parler donc justement des pièces à fournir. C'est très intéressant, la liste des pièces à fournir, les modalités, la période. On revient encore avec vous, Daouda, sur le sujet. Les dates et les pièces à fournir, les modalités. Allons-y. Effectivement, la semaine dernière, je vous disais, Christelle, je vous annonçais ça ici. Bon, ça vous dit qu'on n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux. Il suffit d'être juste journaliste, aller chercher l'information, recouper l'information et donner l'information. Merci, Daouda. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Voilà, comme on n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux. Merci, Daouda. Allons-y à la réponse. Désormais, pour s'inscrire sur la liste électorale, désormais, le décret est sorti. Donc, chaque Ivoirien et Ivoirienne est appelé à aller se faire recenser
sur, comment on appelle ça, sur la liste électorale, ça débute du 19 octobre au 10 novembre, soit pratiquement 3 semaines. Exactement. La nouveauté dans cette affaire, et moi particulièrement qui m'a véritablement plu, c'est que désormais, il faut avoir l'une de ces 3 pièces. Soit la carte nationale d'identité, soit le récépissé d'enrôlement pour la carte nationale d'identité, et en 3e position, le certificat de nationalité qui désormais est devenu gratuit pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc, tous ceux qui s'inquiétaient du prix, ça et là, des coûts qui sont des faux frais, finalement, ces faux frais ont été levés. C'est l'occasion d'appeler tous les jeunes. Et moi, j'appelle tous les jeunes de la Côte d'Ivoire à aller s'inscrire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'asseoir, de critiquer, de parler. Pour pouvoir parler d'une question d'élection, il faut d'abord être sur la liste électorale. Et pour moi, j'ai dit bravo à la CEI pour cette nouvelle mesure qu'ils ont prise. Et je tiens à préciser que les audiences foraines, les audiences foraines sont toujours en cours pour ceux qui n'ont pas d'extrait d'acte de naissance. Donc, c'est là-bas seulement qu'il faut payer la somme de 500 francs. Pour le timbre. Pour le timbre, oui. Élisée Boloube, donc tout est mis en place pour que justement les Ivoiriens se précipitent pour la rénovation de la liste électorale et surtout participent à l'élection et donnent leur voix pour le vote. Ici. En tout cas, bon, je pense que cette manière de fonctionner, il faut quand même la saluer de la part de la CEI. Très souvent, on la voit aux hégémonies, à tort ou à raison, hein, c'est selon. Mais quand il y a quand même des actes qui sont posés, moi, je pense que c'est important. Et là, je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits, sous l'initiative, bien évidemment, de la CEI qui a été entérinée par le gouvernement. Tout à l'heure, Daouda a évoqué la question des pièces. Désormais, pour la révision de la liste électorale, il faut avoir l'une des pièces. Donc, je pense déjà que c'est un schéma déjà facilité. Deuxièmement, la CEI est allée plus loin. On peut, par exemple, changer votre circonscription oui. de vote. Tu vois un peu, voilà. Mais pour ça, pour un changement de circonscription d'une sous-préfecture, il faut produire un certificat de résidence. Mais par contre, si tu veux changer de lieu de vote dans ta circonscription, parce que la circonscription, je vais prendre une circonscription de Cocody, je vais prendre un exemple, et puis je ne vais plus voter, par exemple, au lycée moderne de Cocody. Je vais désormais voter à Angré, par exemple, là où je réside. Okay. C'est possible. Pour ça, vous n'avez pas besoin de fournir un certificat de résidence pour pouvoir changer ce lieu de vote. Par contre, si vous voulez changer de circonscription, je quitte Cocody, je vais partir à Yopougon, par exemple. Là, par contre, je suis obligé de produire un certificat de résidence. Je pense que c'est un effort qui est fait, qui permet aujourd'hui quand même aux citoyens de pouvoir se rapprocher davantage de leur lieu de vote, parce que parfois certains, au moment de l'enregistrement, étaient dans une localité, et puis après, au regard de leur fonction et de leur profession, ont dû déménager, aller un peu, c'est un peu difficile. Ça fait même que ça aussi, ça agit sur le taux de participation aux élections, parce que quelqu'un se dit, si moi je dois payer 2 000 francs, 3 000 francs de transport, venir voter, pour que l'issue après me poursuive dans les rues, mieux vaut m'abstenir. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer. Et puis deuxièmement aussi, voilà, deuxièmement aussi, il y a la CEI qui initie, par exemple, une rencontre avec tous les partis politiques et puis les organisations de la société civile pour expliquer encore ce mécanisme-là de long en large. Je crois que c'est le lieu pour nous de porter ce message-là. Il faut que les partis politiques, il faut que les organisations de la société civile se rendent à ces rencontres d'échange-là. Ça va nous permettre d'être tous au même niveau d'information. C'est le lieu aussi de poser toutes vos questions et vos griefs éventuellement qui peut-être auront attention ou n'auront pas d'attention, mais qui pourraient être prises en compte. Ça va nous éviter demain de rentrer dans des polémiques interminables. Herman, est-ce que vous pouvez donc, selon vous, est-ce que la CEI met tout en œuvre justement pour augmenter la population électorale? On en parlait le vendredi. La révision, il faut le rappeler, c'est du 19 octobre 2024 au 10 novembre 2024. Votre postulat, Herman? Vous savez, je ne vais pas revenir encore sur le procès que je fais habituellement ici de la CEI. Vous l'avez fait le vendredi dernier. Oui, on sait tous les carences de cette institution. Maintenant, on a une période que l'institution donne. Moi, je ne peux qu'appeler les Ivoiriens à aller se faire enrôler parce que c'est la période qui a été donnée. On espère que les discussions vont avoir lieu, un dialogue que l'opposition réclame va avoir lieu pour que les périodes-là soient revues. Parce que moi, je pense, si on est tous d'accord que... Pour vous, 3 semaines, ça ne suffirait pas? On a déjà dit cela, on ne va pas revenir là-dessus. Ça ne suffit pas, mais seulement il faut toujours appeler les Ivoiriens à le faire. Surtout que, ça, la bonne note que je peux donner à la CEI, c'est que la CEI aussi écoute aussi nos débats ici, écoute même la voix des populations. C'est ça. Faire en sorte que
le prix, on souhaite qu'il y ait seulement un document et surtout faire de façon gratuite le certificat de nationalité. Oui. Croyez-moi, c'est justement un objet de corruption de certains candidats potentiels auprès des populations qui les mettent sur des listes, dont on va vous aider à faire vos certificats de nationalité, vous aider à avoir votre CNI, et puis vous allez pouvoir aller vous inscrire sur la liste électorale. Après, au moment des élections, vous allez voter pour nous. Donc, vous voyez bien que ceux qui ont les moyens, les candidats potentiels qui ont les moyens dans les régions, utilisaient ce mécanisme. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il suffit de dire à nos parents, vous partez, faites vos certificats de nationalité, c'est de façon gratuite, donc on peut partir même avec donc, votre extrait de naissance, un bon point pour la CEI, parce qu'effectivement, ça créait un déséquilibre auprès des populations, de sorte que les gens avaient un désintérêt pour aller faire d'ailleurs leur pièce. Donc aujourd'hui, chère population, c'est gratuit, le certificat de nationalité. Prenez votre extrait de naissance, allez-y faire un certificat de nationalité et vous pouvez avec ça aller vous faire inscrire sur la liste électorale. Marius Komoé, donc la période est connue, les pièces connues, le certificat de nationalité devient gratuit justement. Votre réaction, la CEI fait en sorte que le maximum d'Ivoiriens puissent se faire inscrire sur la liste électorale? C'est tout le mal qu'on souhaite à cette institution qui a un rôle capital à jouer dans la préservation de la paix dans notre pays en période électorale. Et donc, une élection bien organisée est source donc d'apaisement social, est source donc j'allais même dire un peu plus loin, parce que quand l'apaisement arrive, le développement suit. Bien sûr. Donc, forcément, il faut que la CEI se mette au firmament des partis politiques, je vais dire au-dessus des partis politiques, et joue le rôle pour lequel, justement, l'État de Côte d'Ivoire lui a concédé le rôle principal d'organiser tout le processus électoral dans notre pays. Et à la matière, le fait d'accorder justement aux populations des facilités pour obtenir justement les pièces relatives à leur enrôlement sur la liste électorale est préoccupante et importante. Préoccupante ? Oui, préoccupante parce que pour nous, c'est le lieu pour les partis politiques de saisir la balle au bon pour appeler leurs militants. Cette fois-ci, il faut que tous les partis s'engagent à faire enrôler leurs militants sur la liste. Il n'y a pas de boycott. Après, on ne veut pas entendre autre chose. C'est le moment où il faut aller véritablement à la conquête de son électorat en leur demandant de s'inscrire sur la liste électorale. Et puis, par la suite, les discussions peuvent s'ouvrir quant au mode opératoire relativement à la tenue des élections. Daouda, il faut dire que cette opération concerne tous les électeurs qui ont l'âge de 18 ans, à partir de 18 ans. Bien sûr, mais au-delà même de tous ces nouveaux majeurs, parce qu'il faut dire qu'il y a 4 millions de nouveaux majeurs. Je ne dirais pas 4 millions, il y a 4 millions d'électeurs qui sont attendus sur la liste électorale parce que de base, on devait être 12 millions selon les chiffres du président de la CEI. Mais il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir qui est important. Moi, souvent, c'est vrai que l'opposition demande que la période s'écoule jusqu'à mi-mai. 2025. 2025. Ouais. Mais il est important de rappeler aux uns et aux autres que la date qui est donnée, c'est une date qui est constitutionnelle. Pour les élections présidentielles, la date est constitutionnelle. Et donc, quand on va commencer, c'est là que la première partie, c'est-à-dire que c'est l'inscription sur la liste. Les 3 semaines. Et c'est la première phase de la révision électorale. Après, on a le traitement de ces données. Ceux qui sont morts, ceux qui sont... les doublons et tout ça. Les doublons, ceux qui sont condamnés, tout et tout. Il faut faire cela. Après, afficher la liste provisoire. Et quand on finit cela, il y a le contentieux qui va s'ouvrir. Donc, techniquement, si on part sur la date de mi, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer, Christelle? Si on part en mi-mai 2025, on sera hors délai constitutionnel pour les élections. Donc, moi, je me pose une question, et cette question-là, c'est posée à tout le monde. Faut-il repousser le mandat du président de la République de 1 an, de 2 ans, pour qu'on finisse avec cette fameuse... Vous soulevez un débat. Justement, mais c'est très important parce que le débat, il est important parce qu'on sait tous. Les gens font croire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de prorogation de révision de la liste électorale. En Côte d'Ivoire, ici, il suffit d'abord que les Ivoiriens sortent massivement. Et ça doit être le rôle de tous les leaders d'opinion, de pousser les jeunes à aller s'inscrire. Je vous jure que s'il y a 50, ne serait-ce que par jour, 50 Ivoiriens qui vont s'inscrire sur la liste électorale, on va dépasser, je crois bien, les 12 millions. Et sûrement, ça va obliger forcément... Le délai.
La CEI a prorogé le délai. Élysée, est-ce que c'est la première fois qu'on proroge le délai en Côte d'Ivoire? Justement, la question pour vous, si on proroge donc le délai, on risque d'arriver à ce que vous avez dit. Non, pas forcément, parce que ça a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. Quand il y a trop de personnes qui viennent se faire enregistrer et que ces personnes n'ont pas pu se faire recenser, ils ont prorogé de 1 semaine encore 1 mois finalement, ceux-là ont pu venir. Parce qu'il ne faut pas oublier, de 2010 jusqu'à 2021, chaque fois que la révision de la liste électorale a eu lieu, mais ce n'était pas la course, quoi. Oui. C'était ni le marathon, c'était ni le sprint. Justement, voilà. Alors si ce n'est pas la course pendant les 3 semaines qu'après, soudainement, on se rend compte qu'il y a de l'affluence, on part encore sur un prorogement. Ensuite, il faut faire le contentieux. Ensuite, et vous avez dit justement, faut-il repousser le mandat du chef de l'État d'1 an? Non, en fait, puisque le mécanisme a déjà eu lieu en Côte d'Ivoire, partant du principe que la date a été prorogée déjà 1 fois dans ce pays, je pense qu'on peut proroger. Moi, je vais dire, le débat ici... Très bien, Daouda, on termine. J'ai terminé. Le débat ici, et je pense que ce que Marie disait est très important, parce que les partis politiques vont centraliser le débat autour de « il faut proroger, il ne faut pas proroger, il faut faire ceci ». Finalement, tu ne prends pas ton temps pour dire à tes militants « allez-y vous inscrire ». Et c'est là où je salue qu'on appelle ça, le PDCI de Tidjane Sam, qui aujourd'hui, malgré ce débat, est en train de mener une vaste campagne pour dire à ses militants « allez-y vous inscrire ». Herman, comment est-ce que vous réagissez rapidement à ce projet-là, à ce point de Daouda? Déjà, il faut situer que tous les partis politiques, depuis un bon moment, lors de leur sortie, leur tournée dans les régions, invitent les populations, sensibilisent les populations à aller s'inscrire, à la pertinence d'être présent sur la liste électorale. Donc, je crois que les mauvaises habitudes sont passées. Mais moi, je trouve quand même souvent dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux, qu'on estime que aller pousser, je ne vois pas en quoi est-ce que prolonger la révision de la liste électorale jusqu'à 3 mois des élections pourrait créer un problème, un dysfonctionnement. Non. Est-ce que ce n'est pas trop juste, justement? Mais il n'y a pas de justice. Justement, c'est la mauvaise habitude là qu'on prend aujourd'hui pour bon exemple. Je vous explique. Parce que la mauvaise habitude, c'est justement de convoquer à chaque fois, à des périodes de 3 semaines et autres, les populations à venir se faire inscrire sur la liste électorale. C'est quelque chose, encore une fois, il faudrait qu'on le dise, c'est quelque chose qui est prévu être de façon annuelle, donc continue. Bon, c'est pas fait. Donc, si ce n'est pas fait, il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire qu'en 3 semaines qu'on peut le faire. On peut accepter cela parce que... Il y a une précision qui est importante. Il termine. Et puis ensuite, Élysée. Donc, je veux dire que je ne vois pas en quoi est-ce que ça dérange le calendrier. Ceux qui peuvent, en février, pourront aller le faire. Il y a des gens aussi, en février, qui auront 18 ans. Il y a des gens qui auront, en mars, qui auront 18 ans. Il y a des gens même, à la veille des élections, qui auront 18 ans. Tout cela, parce qu'il n'y a pas eu de révision de liste électorale de façon continue, ils seraient peut-être handicapés puisqu'on ne va pas ouvrir. On estime que ça va déranger le processus. Très bien. Non, en fait, je vais faire la précision suivante. On écoute, mais vraiment la seconde de la seconde. Il est important de dire, comme je le disais tantôt, la révision de la liste électorale, elle est constitutionnelle. Et le code électoral, justement, qui parle de cette constitution, dit que le processus électoral, tous les partis politiques doivent avoir la liste électorale 3 mois avant les élections. Tout le processus que je viens de vous citer tout à l'heure, humainement, vous pensez que si on repousse jusqu'à mi-mai, on peut tenir dans le temps? C'est ça qui s'agit. Merci de votre point. Il faut dire aux gens que c'est constitutionnel. Élysée Bouloube, j'aimerais avoir votre point sur... Oui, moi, c'était juste pour rebondir sur... Oui, tout à l'heure, Herman a parlé du fait que la révision doit se faire de façon annuelle parce que ce que la Constitution dit, pardon, le Code électoral dit exactement. Je suis totalement d'avis avec lui, mais en même temps, quand on dit annuel, ça ne veut pas dire du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire chaque année, on arrête une période pendant laquelle on fait la révision. C'est ce que ça veut dire. Et donc, pour cette année, ils ont décidé que la révision se fasse sur les 3 semaines. Ça pourrait éventuellement être prorogé. Et comme je le dis toujours, je veux qu'on s'en tienne vraiment aux propos du président de la CEI. Quand la question lui a été posée, il a dit « commençons déjà ». Commençons déjà et puis on est ouvert, on est ivoirien. Le dialogue, je dis que c'est notre âme. Donc on peut toujours discuter pour voir la nécessité de proroger. Mais déjà, commençons, invitons nos compatriotes à aller se faire enrôler sur la liste électorale à partir de la date qui a été définie, à savoir le 12 octobre. Très bien, merci beaucoup. Je sais que Marius allait aller dans ce sens-là. Merci. On part maintenant, messieurs, à l'ouest du pays, avec votre permission, qui nous servira de support pour parler des infrastructures routières de notre nation, avec un focus sur l'ouest du pays. Justement,
quelqu'un a dénoncé, et pas n'importe qui. Il s'agit donc du sous-préfet de Paou. Élisée, c'est Paou ou Tinhou? Tinhou. Très bien. Le sous-préfet de Tinhou qui a dénoncé l'état des routes, mais qui, in fine, a été relevé de ses fonctions. On l'écoute. On est dans le village appelé Petit Guiglo, village de la sous-préfecture de Tinhou. Vous constatez avec moi que derrière moi, c'est la route qui mène à Petit Guiglo, le tronçon entre Desjans et Petit Guiglo. Et vous voyez que la rivière, comment ça s'appelle là? Bah. La rivière Gba est sortie de son lit. Depuis 2 jours, la rivière Gba est sortie de son lit et a coupé la voie en 2. Et donc, Petit Guiglo et Soujaï qui sont de l'autre côté sont complètement coupés du monde. On ne peut pas traverser ni les personnes à pied, ni les véhicules, ni les motos, ni les vélos. Personne ne peut traverser. Et donc, mes 2 villages qui sont de la sous-préfecture de Tinhou, Petit Guiglo et Zouyaï, sont actuellement coupés du monde. Coupés du reste du monde. Alors, s'il y a des missions à mener là-bas, il est évident que je ne pourrai pas aller là. Et moi aussi, si je l'invite à des activités au niveau de Tinhou, chef-lieu de sous-préfecture, il est évident qu'ils ne pourront pas se rendre là. Et donc, voilà un peu la situation de détresse dans laquelle nous sommes. Et cela est dû à la pluie diluvienne qui est tombée pendant 2 jours, le mardi, avant-hier et hier mercredi. Alors, j'interpelle le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, à faire quelque chose pour ces 2 villages. Voilà, le sous-préfet donc, Aboma Diarra, qui interpelle le gouvernement, l'effet que quelque chose soit fait pour voilà, le village de Petit Guiglo, parce que la rivière Gba, voilà, sortie de son lit. Élisée Boloube, le sous-préfet a été relevé de ses fonctions, mis à la disposition de la DRH pour avoir dénoncé, pour avoir fait cette vidéo assurément. J'aimerais avoir votre regard sur ce qu'il a fait et la sanction qui lui a été donnée. OK. Moi, je pense qu'il faut bien comprendre que chaque corps de métier a ses devoirs et ses obligations. Et lui, en tant que sous-préfet, il est le représentant de l'exécutif dans ce département. C'est-à-dire c'est lui qui est en réalité le chef de l'État dans cette zone. C'est lui l'État. Moi, je n'aurais eu aucun souci si cette vidéo telle qu'il a montée était directement adressée à la hiérarchie, c'est-à-dire sans utiliser les canaux que nous savons, c'est-à-dire Facebook et tous les autres canaux de publication, pour demander certainement à sa hiérarchie, les réseaux sociaux, voilà, pour demander à sa hiérarchie, ou bien demander comme une preuve à sa hiérarchie de ce que vraiment sa région traverse une zone difficile. Ça, c'était compréhensible. Mais quand elle se retrouve sur les réseaux sociaux, de cette manière, c'est vraiment pas, c'est-à-dire ça va à l'encontre même de l'éthique même du métier en réalité. Parce que c'est vraiment pas à lui d'interpeller le gouvernement comme ça, puisque lui-même, il est censé faire partie de ceux qui sont censés arranger cette voie-là. Mais quand on finit de dire ça, mais quand on finit de dire ça, ça n'enlève rien à la pertinence de l'appel qu'il lance ou de la situation qu'il dénonce. Donc le fond est juste, mais la forme est mauvaise. Voilà, la pertinence de ce qu'il dénonce, de ce qu'il présente, des faits qu'il présente, ça n'enlève rien à la pertinence des faits qu'il présente. C'est une réalité. Ça, il parle d'une zone, la zone de Tinhou, où il y a Petit Guiglo derrière, comme il le disait, avec un autre village qui sont coupés d'accès. Mais pour ceux aujourd'hui qui ont l'opportunité d'aller dans la zone ouest de façon générale, dans tout le Grand Ouest de façon générale, mais ça, c'est des images récurrentes. Ce sont des images, pas nouveau, ce sont des images récurrentes dans le Grand Ouest. Et ça, je vous dis, depuis la zone de San Pedro Taï jusqu'à monter au niveau de, je dirais, tout bas et peut-être un peu plus en allant au Djéné, c'est quasiment similaire. Les voies d'accès au département sont quasi inexistantes, dans des situations difficiles. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont dans la zone, vous savez, c'est une zone il pleut actuellement. Donc, les pistes sont impraticables. Regardez ça, ça c'est une voie qui relie des régions, hein, deux départements, ce que vous voyez là. C'est vraiment pas de mais il y a bien des cadres, il y a bien des mutuelles de développement. C'est justement là que se pose le problème. On va passer la parole à Erwan après. Il faut être honnête, il faut avoir l'honnêteté de le dire. La construction d'une route, la construction d'une voie ne peut pas être du ressort des collectivités parce qu'elles n'ont pas le budget et les moyens pour. Très bien. C'est du ressort de l'administration centrale. Maintenant, ce qu'elle peut faire, c'est de faire le lobbying qu'il faut avec les directions régionales pour pouvoir faire face à cette situation. Très bien. Pour faire face à cette situation. À ces situations. Très bien. Alors, Marius Komoé, la sanction du sous-préfet,
L'administration est-elle un peu allée trop fort, ou vous dites c'est un sous-préfet, il est représentant de l'État, il connaît le cadre et comment s'adresser à sa hiérarchie, bien que ce qu'il ait dénoncé soit vrai? Réaction? Élisée l'a dit, chaque corps de métier a ses règles de fonctionnement. Un sous-préfet, ce n'est pas n'importe qui dans une nation, encore moins dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Il est le représentant du président de la République dans sa zone. Et moi, pour ce que je sais, quand je regarde au niveau de sa hiérarchie, son ministre est un militaire. Son directeur de cabinet est lui-même préfet, hors grade. Tous les directeurs même d'ailleurs de cabinet. Donc, ils connaissent très bien les règles de fonction. Ils connaissent bien. Ils devraient utiliser le process que de venir sur les réseaux pour interpeller justement des pouvoirs publics. Très bien. Mais je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. On nous montre que des routes à l'ouest. Une fois ici sur ce plateau, j'ai posé les problèmes de l'électricité, de l'eau, à Danané, à Bloloquin, à Toulopleu. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Et pourtant, c'est une région qui contribue au développement de la Côte d'Ivoire. Avec de nombreux cadres. Mais bien entendu, et même avec un ministre d'État. Et donc, on ne peut pas concevoir que cette zone-là, et non des moindres, est coupée totalement de la Côte d'Ivoire. Très bien. Herman, au-delà de tout ce qui a été dit sur le sous-préfet, on ne va pas y revenir. Comment justement rétablir quand on regarde ces images, on a un peu mal au cœur. Mais faut-il un plan Marshall, justement, pour l'ouest du pays? Ce qui est intéressant, ces images-là viennent, ou bien ces faits-là viennent quelques semaines après la grande messe d'hommage au chef de l'État. Quel est le rapport, Herman? Les cadres militants du RHDP dans cette région. Le rapport? Le rapport, c'est qu'à l'occasion de ces festivités-là, c'était du tout bitumé qu'on nous semblait nous montrer avec les grandes réalisations qui ont été faites dans cette région. On constate que ces images-là montrent la face cachée de ce que les populations vivent. Mais je voudrais dire une chose, c'est un sous-préfet qui est presque à la retraite, à la porte de la retraite, qui est, j'avais dit qu'il y a des décennies d'état de service en termes de gestion de l'administration locale, parvient à faire cette erreur. Aujourd'hui, on peut appeler ça une erreur parce que ce n'est pas à lui de le faire, mais arrive jusqu'à le faire. Ça veut dire qu'à mettre en jeu son poste, ça veut dire qu'il y a véritablement, il cherchait un mécanisme pour interpeller, certainement, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a utilisé tous les mécanismes administratifs pour pouvoir le faire. Très bien, on va terminer. Mais ces images-là ne sont pas qu'à l'ouest. C'est vrai qu'à l'ouest, on parlait tout à l'heure de boucs de cacao et autres. Pour ce qu'on sait du binôme café-cacao, le rapport dans l'économie, l'ouest ne devait pas rester en marge, Élisée l'a dit. Mais vous partez à Denguira, à l'épée, tout simplement, c'est la même chose. Vous partez dans le pays Agni, dans l'épée, il n'y a pas de route. Non. Vous partez de Montezo pour aller dans le pays Goua, il n'y a pas de route. C'est là que peut-être vient le problème. Il faut l'adresser. Alors, Daouda, il faut quand même dire que depuis 2011, le gouvernement a investi près de 1100 milliards dans la réhabilitation de 600 km². C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais comment est-ce que vous réagissez justement à tout ce qui a été dit sur ce plateau? Bon, je ne vais pas revenir sur le cas du sous-préfet, on en a déjà parlé, oui. Je pense mais au vu des éléments selon, en fait, on peut affirmer que l'ouest en fait, de la Côte d'Ivoire est en panne de voirie. Ça, c'est un fait. Mais si on prend du recul sur la chose en mettant de côté nos émotions et autres, on peut se rendre compte que le développement, c'est un tout en fait. Ce n'est pas qu'une question de voirie. Le développement, c'est aussi la sécurité. C'est aussi la stabilité. Quand on sait que l'ouest du pays, qui est sorti de la crise de 2011, était l'un des endroits les plus insécures de la Côte d'Ivoire après la crise de 2011, on peut comprendre qu'il a fallu mener un plan Marshall sur la sécurité et la stabilité avant qu'on ne puisse arriver aux questions de voirie. Il ne faudrait pas oublier aussi qu'il y a des infrastructures de proximité qui ont été données à ces populations. Parce que la zone de l'Ouest, c'est 300 collèges, c'est 400 écoles primaires, sans oublier le CHR, l'Université des Mans. En somme, je veux dire que je pense que les projets de développement se font en fait par priorité. Et la priorité pour l'Ouest, sûrement que c'était la stabilité et la sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'Ouest,
J'ai des documents, c'est parce qu'on est pris par le temps. Sinon, j'aurais dit... Il parle de quoi, ce document? Mais qui parle des infrastructures routières qui ont été réalisées dans l'ouest du pays. C'est vrai que comparé à d'autres lieux de la Côte d'Ivoire, le gap est grand. Mais le chantier de l'ouest était assez immense en matière de sécurité. Il était aussi important de le dire. Parce que je ne peux pas tous les citer. Bien sûr, mais voilà. Ce que vous avez dit est important. Parce que je veux dire, les travaux de voirie qui ont été réalisés à l'ouest de la Côte d'Ivoire, 14 km de voirie réalisés de la ville de Mans à Grand Bapleu, 3 km de voirie réalisés à Douékoui, 3 km de voirie réalisés à Guiglo, sans compter le renforcement de la rue d'Aloua. C'était quand, quelle année, Daouda? Dans l'année. Mais je te parle de 2012, 2024. Il y a eu des choses à faire, mais il y a encore des choses à faire. Non, il y a des choses qui ont été faites, du moins. Les attentes sont véritablement profondes. Ce sont des voiries bitumées ou bien des voiries reprofilées? S'il vous plaît, écoutons. Je parle de voiries qui ont été bitumées et ceux qui ont été reprofilées. Écoutons Élisée, je vous prie. Parce qu'il faut aussi écouter quand on vient avec des notes. On fait du journalisme. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Élisée, Daouda a parlé d'un nombre de kilométrages qui a été fait. Il faut dire que le réseau routier en Côte d'Ivoire, quand même, est le second meilleur en Afrique de l'Ouest. Mais il y a des choses, certes, à faire. Quelles seraient vos solutions, justement, Élisée? Moi, mes solutions, vous voyez, rapidement, je vais dire, cette zone, la zone de l'Ouest, qui tend déjà, comme je l'ai dit, de Tabou jusqu'à monter après Biancouma et Touba et tout ça, c'est une zone agricole où il y a suffisamment de nourriture qui sont produites chaque année. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de combat contre la vie chère. C'est ça. Mais la vie ne peut être chère que quand il n'y a pas de voie pour évacuer ou pour écouler les productions des agriculteurs vers les départements. La vie ne peut qu'être chère. Il y a une étude récente qui est sortie et réalisée même avec l'État de Côte d'Ivoire et puis, je crois, l'Union européenne, qui nous dit aujourd'hui que pratiquement 40% de la production agricole se perd pourri, se gâte parce qu'on n'arrive pas à l'écouler. On n'arrive même pas à faire sortir. On va venir payer des vivriers ici à des prix exorbitants, alors que là-bas, ça pourrit dans les champs, parce qu'on n'arrive pas à faire sortir. Mais lutter contre la vie chère, c'est aussi ça, moi je pense. Et puis, quand on prend des voies stratégiques, oui, quand tu quittes San Pedro, venir à Issia, remonter à Guessabo, pour sortir à Djoko, je sais de quoi je parle, mais c'est des voies stratégiques, c'est des voies qui méritent. Très bien. Merci, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Daouda. Daouda, s'il vous plaît. Merci beaucoup, messieurs. Mais ce qu'il faut retenir, la passion y est parce que c'est notre nation et nous voulons également que justement au niveau, les efforts ont été faits, mais que des efforts continuent d'être faits pour aider les populations justement à bien vivre et surtout l'ouest du pays, mais in fine l'est, le sud, en tout cas en ces points qui ont besoin donc de route. On reste ensemble pour la seconde partie. On parlera donc de cette série qui sera donc à l'honneur sur Live TV, la série Footeuse. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours là, Herman Aboua, Marius Komoé, Daouda Coulibaly nous a rejoint, Francis Gollet, réalisateur, et Casimir Guelaté, c'est cela. Vous êtes scénariste principal. Devrait être avec nous Malika, mais je pense qu'elle n'a pas pu être avec nous ce soir. Elle est scénariste sur la série. Quelle série? Footeuse de troubles. Pour en savoir davantage, regardons cette bande-annonce et on débriefe après. Il y a une dame qui fait partie des joueurs en Tunisie. Elle a dit c'est 300 000. Eric! Mariam, fais vite, tu as plus assez de sien. Je t'ai toujours dit de ne pas aller jouer au foot. Mais le jour ils vont casser ton pied là. Faut pas compter sur moi pour te soigner d'air. On mange d'abord puis on soigne quelqu'un. Mangeons d'abord? Non, t'as dit, moi, il y a des grands footballeurs. Ils vous ont levé, vous tous ici. Tu es la seule personne sur qui il peut compter. Quand il est parti, il le jure. Ça va même pas faire un mois, il vient te chercher. Aujourd'hui, j'ai attrapé ton enfant en train de donner tout son argent de commerce à Eric. Tu dis quoi? Celui qui s'est tiré là, son enfant est parti en France hier à 4h du matin. Quel enfant? Quel enfant comment? Il a combien d'enfants qui jouent au ballon? Ça, c'est le bang, hein. Ça, c'est le bang. Je vais me faire la course. Tout le monde dans la cour là-bas pense que c'est passé, tu es allé voler puis on t'a attrapé. Quand il est venu là, il va acheter la cour là et puis je vais les chasser. Tu sais que 500 000 francs est perdu dans la maison ici. Il n'est pas pris l'argent. Eric! Aïcha, toi et moi là, on n'est plus au même niveau. Oublie-moi une bonne fois pour toutes. Tu as compris, non? C'est bon comme ça. Aïcha, je t'ai posé une question. Eric va bien. Tu l'as boit ou bien tu l'as pas boit? Tu l'as quitté où? Je t'ai dit que j'allais pas vite finir. C'est quoi le problème? Tous les footballeurs qu'on va croiser sur notre route là, ils vont lire. Cette histoire de vengeance là, vous allez aller jusqu'où? Jusqu'à ce qu'il pète tout. Plus personne ne me fera pleurer.
Suivez Fouteuse de troubles, la vengeance d'une go de galère. La série aux 9 nominations à la Nissa, à partir du 30 septembre sur Live TV. La série authentique, reflet authentique en tout cas des réalités ivoiriennes. La série Fouteuse de troubles, on a pu un peu voir la trame. Mais qu'est-ce qui motive l'écriture d'un tel film? Qui répond à la question? Le réalisateur? Le scénariste, voilà, allons-y. Alors, la première motivation, pour ne pas dire la motivation principale, c'est le rêve. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des rêves, notamment dans le milieu du football. On a beaucoup de jeunes qui rêvent depuis le bas âge et qui viennent des quartiers défavorisés, qui ont envie de jouer au foot, qui ont envie d'avoir une carrière professionnelle. Et puis ces jeunes-là font tout ce qu'ils peuvent pour partir. Y compris trahir la petite amie. Y compris trahir la petite amie. Donc c'est un peu ça, les réalités de la société que nous essayons de transcrire à la télévision avec tout ce que ça comporte comme qualité, comme défaut de l'être humain. Très bien. Alors au réalisateur, Fouteuse de troubles, déjà d'où vient le titre, hein? Comment est-ce que vous avez imaginé ce titre-là? Le jeu de mots est parfait. Voilà, le titre ne vient pas de moi. Il vient de qui? Monsieur Sawignon, Fabrice a eu l'idée. Ok. Voilà, il a eu l'idée, il a fait son pitch, comme on le dit, devant Malika Ouattara. Voilà. Et c'est comme ça que le titre est venu. Alors le titre est venu même de l'histoire elle-même. Voilà, je ne sais pas si je peux faire un bref résumé. Bien sûr, allez-y, bien sûr, vous êtes là pour ça. Alors c'est l'histoire d'Éric, un jeune qui rêve de devenir footballeur, qui est né, enfin qui grandit dans une société, dans un quartier populaire et qui a sa petite amie. Aïcha. Aïcha, à qui il promet monts et merveilles, à qui il promet la réussite, à qui il promet de sortir de la galère parce qu'elle le soutient beaucoup. Et puis il arrive à partir en Europe. Et quand il va, il oublie Aïcha. Et Aïcha est tellement blessée qu'elle décide de foutre la merde dans la vie de tous les footballeurs qu'elle va rencontrer. Non, voilà, je m'arrête là. Donc voilà un peu. Pas trop voilà, donc c'est de là qu'est venu le titre Fouteuse de troubles. Voilà. Moi, je vais m'adresser au réalisateur. Ouais. Je vois, quand on regarde la carte, le casting, Kadik Nguessan, on voit tous ces acteurs. Il y en a qui sont j'ai vu Eva Guéhi pareil, mais Kadik, par exemple, c'était un coup quand même risqué, n'est-ce pas? Risqué, je ne dirais pas ça. Déjà, c'est M. Yacine Toussou qui est directeur de casting, quelqu'un en qui j'ai beaucoup de confiance. Il a un bon œil, un très bon œil, Yacine Toussou. Bon, déjà, sur le projet, c'est lui qui était chargé de caster et de recruter les profils. Voilà. Donc, Kadik, c'est vrai que c'est sa première télévision, elle est novice dans le domaine. On a eu à la caster et M. Yacine Toussou a validé. Il a jugé bon. Il a vu en elle quelque chose, exactement. Assurément. Il a jugé bon, qu'elle était capable en fait de jouer. Okay. Voilà, nous, après, pendant le tournage, on a apporté tout ce qui est direction pour qu'elle puisse vraiment s'imprégner et incarner le personnage. Comment vous l'avez trouvé dans son jeu de rôle? Elle a été magnifique. Kadik a été extraordinaire, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais, novice, qui n'a jamais fait du cinéma, qui n'a jamais fait la télé. Mais elle a été juste extraordinaire. Très bien. Daouda? On va revenir encore sur les acteurs. C'est très important pour moi parce que je sais que vous avez fait Maquisa 1, qui a été un franc succès. Vous êtes sur le Maquisa 2 et je sais que pour Maquisa, vous êtes encore allé sur un visage inconnu. Est-ce que finalement, ce n'est pas votre botte secret d'aller sur des gens qui n'ont jamais fait de cinéma pour les mettre à l'écran comme acteurs au niveau principal? Oui. Et ça marche à chaque fois, en tout cas. Oui, c'est important. Pourquoi? Il faut savoir aussi donner la chance à des personnes qui ont envie de faire du cinéma. C'est pourquoi, quand il y a un nouveau projet, c'est vrai qu'on recrute des acteurs qui sont renommés, qui sont connus, mais c'est bien aussi d'aller sur de nouveaux visages. Voilà, surtout que ces nouveaux visages sont capables, sont vraiment, je dis, se mettre au travail pour s'imprégner dans et de sortir du génie, en fait. Exactement. Très bien. Marius? Alors, certainement de gros moyens pour la réalisation des scénarios. Je veux dire, est-ce que les studios FS vous ont mis les moyens qu'il faut? Et si d'ordinaire ça a été le cas, quels sont les moments forts au cours de la réalisation de tout ce parcours? Le studio FS fait déjà énormément pour le cinéma ivoirien. Fabrice Sawignon, FS, voilà. FS, c'est Fabrice Sawignon. C'est ça, exactement, M. Fabrice Sawignon. Le studio fait, comme je disais, beaucoup déjà pour le cinéma ivoirien depuis quelques années. Ouais. Et ce studio-là fait l'effort de nous mettre à disposition les éléments dont on a besoin pour bien travailler quand on est en tournage.
C'est tout. Le moment fort de la réalisation. Les moments forts de la réalisation. Moment fort, ce que je peux relater, c'est que... Il vous a surpris sur le terrain? Comment ça? Monsieur FS, vous êtes... S'il est venu pendant le tournage, c'est ça? J'aurais aimé qu'il soit, mais il n'a pas eu le temps de passer. De passer sur le tournage. C'est une série qu'on a tournée à 80% dans la commune de Koumassi. Ah, d'accord. Voilà. Mais sur le terrain, Inch'Allah, quoi? Non, pas sur le terrain, Inch'Allah, hein. mais sur un terrain pas loin du complexe sportif. Très bien. Exactement. Très bien. Herman? J'ai eu deux petites préoccupations. On a vu dans le casting Eva Guy, qui est aujourd'hui une actrice qu'on connaît. Elle a accepté quand même on peut dire, un des second rôle. Mais est-ce que souvent, lorsque les gens qui performent généralement sur la scène, les ténors performent et qu'ils ont leur second rôle, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est totalement investi dans le rôle que vous lui avez donné? Et puis la deuxième question, comment le public a-t-il accueilli cette série-là lors de la première de cette série? Oui, pour répondre à la première question, moi je pense qu'un bon acteur, ce n'est pas celui forcément qui est en lead sur qui incarne le premier rôle. Eva Gueye, elle a été, je veux dire, elle a incarné un second rôle, mais comme d'habitude, vous allez voir quand la série va commencer à passer, elle a assuré. Voilà. Quand on te donne un rôle aussi petit qu'il soit, il faut, à travers ton jeu, à travers ton professionnalisme, montrer de quoi tu es capable. C'est ce qui, en fait, t'amène sur de prochains projets à incarner des rôles qui sont plus importants. La seconde interrogation d'Herman? Oui, on a été à l'avant-première. Je pense que le public a bien accueilli C'était quand? On va rappeler la date? C'était vendredi dernier voilà. au village Orange. Partenaire, justement, partenaire de la production. Oui, allez-y. Nombre d'épisodes? Il y en a 20. Il va donner d'abord la réponse du public, ensuite vous aurez la parole. Allons-y. Bon, déjà, il faut retenir que Fouteuse de troupe, c'est une série qui fait rire et qui fait pleurer. Comique. Voilà, exactement. Donc, pendant la diffusion, pendant l'avant-première, on a senti ça dans le public. On a senti des gens, le public en train de rire. On a surtout senti aussi le public en train de pleurer. Donc, les émotions, là, vous êtes satisfait en tant que réalisateur? Oui, je dirais ça. Je dirais ça. Très bien. Marius? La question donc de la trahison par rapport à Eric qui abandonne donc sa jeune amie qu'il a aidé à partir en France. C'est tourné en combien d'épisodes déjà? En 20 épisodes. Wow. 20 épisodes de 26. Le temps de tournage au total sur la production? On a passé en moyenne 2 mois, 2 semaines à tourner. Le tournage s'est passé un peu spécialement. Pourquoi? Parce qu'il y a Eric, pour qui j'ai une pensée, qui n'est pas en Côte d'Ivoire actuellement, qui vit au Canada, qui s'est déplacé pour venir tourner pour qu'on puisse tourner la série. Donc, on a été contraint en fait de tourner rapidement ces séquences. Ça vous a aidé finalement? Oui, ça nous a aidé. De toute façon, c'est quelqu'un qui est professionnel. Donc, avec l'équipe aussi, on a su s'organiser. C'est vrai qu'on allait vite avec ces séquences, mais avec l'organisation qu'on a pu mettre en place, on a réussi à tourner comme il se devait. Daouda? Merci beaucoup. Il y a un fait qui me marque en fait, parce que j'ai commencé à vous suivre véritablement après la sortie de Makiza. J'ai comme l'impression que vous vous spécialisez dans tout ce qui concerne le local, la vie de tous les jours. Le contenu local. Un peu comme la vie comme elle va dans nos quartiers, dans nos hameaux. Donc la question est posée à vous deux. Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de mettre en exergue en fait nos réalités d'aujourd'hui? Oui, c'est très important et c'est ça même l'essence de ce métier qu'on fait. Il s'agit pour nous de vendre ce qu'on a de culturel chez nous. Voilà, et c'est ça. Et la promotion de la Côte d'Ivoire aussi au total. Et tous les grands pays dans le monde, on prend les États-Unis par exemple, le soft power des États-Unis se voit aussi à travers Hollywood. Voilà, donc c'est ça même ce métier. Il faut vendre la culture de chez soi, il faut vendre nos réalités, il faut les dépeindre, il faut aussi dire ce qui ne va pas, il faut dire ce qui va, et puis ensemble proposer des solutions. L'écriture, parce qu'on a parlé du temps de tournage, combien de temps l'écriture d'un tel projet vous a pris, à vous et à votre collègue Malika? Bon, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait vraiment. Le timing était un peu court parce que... Combien de temps? 2 à 3 mois. Pour écrire ce projet-là? Pour écrire ce projet, voilà. Et l'idée principale vient de qui? L'idée principale vient de Fabrice Awignon, développée par Malika Ouattara. Voilà. Et moi, j'ai travaillé sur les scénarios, les épisodes dialogués.
Extraordinaire. Est-ce qu'il y a des moments où, pendant l'écriture, on se dit non, ça, cette scène-là, ça ne pourra pas, non, on barre, on se dit il faut penser encore, il faut réfléchir encore? Oui, ça arrive, mais en même temps, nous en tant que scénaristes, nous, on est des grands rêveurs. Oui. Voilà, c'est le réalisateur qui doit s'arranger pour rendre faisable les folies que nous on fait. Donc, si vous me permettez juste rapidement, Daouda, justement, je vais vous suspendre et permettez que je puisse... Enfin, Fabrice Savoyant donne l'idée, fouteuse de trouble. Comment est-ce que vous arrivez à décliner son idée justement en mots et que ça rentre pile poil dans ce qu'ils veulent? Alors, on l'écoute d'abord. Il explique un peu. Il explique oralement, comme ça, on est assis, il explique. Et quand on retourne, c'est vrai que tout ce qu'il a dit, ce n'est pas forcément tout ce que l'on a écrit qu'il a dit. C'est pas séquencé. Voilà, c'est pas séquencé. Et nous, comme c'est notre travail de développer, déjà la thématique dans notre entourage, comment ça se passe en réalité. Donc c'est ce qu'on va chercher et c'est ce qu'on met sur le truc et puis qu'on propose, il valide et puis... Bravo. Daouda? Concrètement, ça c'est pour M. Goulet. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, l'on peut vivre du cinéma? Ouais. Pour vous d'abord, en tant que réalisateur, mais aussi pour les acteurs comme Eric, comme Kadi, comme Tchekabo, on sait que lui c'est un artiste. J'ai vu une influenceuse dedans aussi. Est-ce qu'on peut vivre du cinéma aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Je dirais que... J'ajoute qu'avec la floraison donc, de salles de cinéma que nous constatons de plus en plus et qui drainent du monde, je pense que... Est-ce qu'on peut vivre heureux du cinéma en Côte d'Ivoire, comme ça se fait à Nollywood? Est-ce qu'on peut? Oui, on le peut. Déjà, faut déjà saluer le fait que de plus en plus, on a de production. Cette année, je pense qu'on a environ 5 séries qui sont sorties en Côte d'Ivoire. Donc, le cinéma ivoirien est en phase croissante. De progression. Voilà. Donc, plus on aura de production, plus il y aura des personnes qui seront intéressées, plus il y aura un retour en fait sur investissement. Absolument. Déjà envers les producteurs, pour que ça puisse dépendre maintenant sur les acteurs, sur toute l'équipe technique. Mais maintenant, vous m'avez brutalement mis l'eau à la bouche. À quand la sortie? La sortie de le premier épisode officiel. C'est ce soir. Ah bon? Oui, c'est dans quelques minutes. Mais il va falloir qu'on quitte le plateau. Oui, c'est dans quelques minutes. Alors moi, si vous me le permettez, j'ai bien envie de compléter ce que le réalisateur a dit. Allez-y. Voilà. Et on peut non seulement vivre du cinéma, mais je le dis et je pèse mes mots, le cinéma à lui seul peut résoudre toute la question du chômage en Côte d'Ivoire. Ah oui, pourquoi pas. Il suffit juste que nos gouvernants soient plus regardants dans ce secteur. Un appel donc mais alors, le point, c'est est-ce qu'on peut vivre du cinéma? Est-ce qu'on pourra, in fine, arriver à vivre du cinéma comme on le fait à Nollywood? Parce que Nollywood, c'est une production, l'acteur, il est payé, mais vraiment grassement. Le réalisateur, pareil. Est-ce qu'on pourra arriver à ce point? Oui, nous sommes en train d'y arriver parce qu'aujourd'hui, la plupart des professionnels du métier ne font que ça. Voilà, ce n'est plus un travail secondaire, c'est carrément un travail principal. J'ai deux petites questions. La première, c'est la non-présence aujourd'hui, malgré la qualité qu'on sent en progression des œuvres cinématographiques ivoiriennes, la non-présence des séries ou bien des productions cinématographiques ivoiriennes dans des diffuseurs comme Netflix, Prime Video. Est-ce que cela vous préoccupe? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites dans ce sens? Un peu pour terminer, quelles leçons, à travers fouteuse de troubles, vous voudrez que la jeunesse ivoirienne puisse tirer? D'accord, on va répondre rapidement pour revenir donc à la diffusion de ce soir. D'accord. Alors pour répondre à la première question, il faut déjà dire que les plateformes de streaming, comme qu'on connaît, sont plus tournées vers le monde anglophone, qui a une avance quand même sur le monde francophone en matière de cinéma. Nous sommes en train d'y arriver, on y travaille. Et en même temps, pour répondre à la deuxième question, le message qu'on veut passer déjà, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue son objectif, quelle que soit la situation que l'on vit. Très bien. Et rien ne justifie la malhonnêteté, même quand on est pauvre. Et il faut toujours se rappeler de là d'où on vient, qu'on a réussi. Belle leçon. Très bien dit. Ce soir, à partir de 20h30. Quel format de diffusion? Il touche le réalisateur. Format de diffusion, oui. C'est un 26 minutes. 26 minutes, oui. Qui sera donc diffusé chaque... c'est du lundi au vendredi. Très bien, à partir de 20h30. Très bien. On va aller regarder. Moi, je suis pressé là. Donc ce soir, c'est la première, c'est la grande première
Et donc, et également, vous avez aussi la diffusion sur la TV d'Orange. Exactement, sur la TV d'Orange, sur Live Play aussi. Mais 48 heures après. C'est pas 48 heures avant. Je pense avant ou après 48 heures avant. Non, je pense que ça a changé. Ça a changé? Oui. D'accord. Très bien. Voilà. C'est simultanément. Simultanément, Voilà. ce qui est rassurant. Donc ce soir, juste après nous, ça sera Fouteuse de troupe. Ça sera donc quelque chose à suivre absolument. Sur Live TV. Sur Live TV, ça a été mis. L'idée géniale, idée exceptionnelle de Fabrice Saoyon, mise en lumière, écrit donc par Malika et Casimir Guelaté, casté par Yassin Toussou et réalisé par Francis Gaulet. Francis Gaulet. Francis Gaulet. C'est ça. Bravo à vous. Merci et vous avez un marathon qui est prévu. C'est le week-end, je crois. Le week-end? Oui. Sur le week-end, samedi, 16h30. Voilà. Ah oui, un marathon à la télé. J'ai pas fait mais non, comment ça? Voilà, Oui, sûrement. Oui. Il y a une rediffusion de tous les épisodes le samedi. Et ça va permettre à toutes ces personnes-là qui n'ont pas pu... Donc, à partir de quelle heure? Je n'ai pas encore l'heure exacte, mais je pense que ça sera Il y aura des bandes annonces. 16h30 pour vous aider. Voilà, 16h30. Mais déjà, je pense qu'il y a une rediffusion aujourd'hui à 23h. Très bien. Alors, donc, ce Chaque soir, jour. c'est la première. Ne quittez pas, ne décrochez surtout pas. Juste après nous, ça sera Fouteuse de trouble avec ce très beau casting. Mais vraiment, c'est du made in Côte d'Ivoire, chez nous. Voilà, c'est chez nous, nos réalités. Faut remercier. Et vraiment, merci d'être venu. Et puis voilà, c'est signé par le studio FS, Fabrice Saoyon. Je pense qu'il faut remercier aussi Orange qui fait beaucoup. Exactement, qui est toujours en partenariat justement avec les studios pour pousser le contenu local. Messieurs, merci. Merci d'être venus éclairer nos lanternes. Francis Gaulet, réalisateur, et Casimir Guelaté, scénariste principal, tout en saluant Malika, qui a une écriture, qui a une main d'or. Voilà, merci à vous. Vous faites du bon travail. Merci et beaucoup. merci justement à Fabrice Saoyon pour l'idée de génie. On se retrouve demain.